À plusieurs reprises, des tentatives de vol dans des casinos ont été faites, et certaines d'entre elles sont devenues des événements emblématiques de l'histoire. Vigo remplit son sac d'argent et s'enfuit, mais grâce aux caméras de surveillance de l'hôtel, il est rapidement identifié et arrêté, ce qui lui vaut une peine de réclusion à perpétuité. Le montant volé s'élève à 160 000 $. 1992, le caissier du casino Stardust à Las Vegas, Bill Byrne, termine son service, mais cette fois, il emporte avec lui toute la recette du jour, espèces et jetons. 14 ans plus tard, le FBI clôt l'affaire sans jamais retrouver le voleur. Le montant volé s'élève à 500 000 $. 2007, l'ingénieur du système de vidéosurveillance du casino Sobo à Las Vegas, Rolando Ramos, commence son service. 1993, Cri Tolchieva et son petit ami Roberto Solis, commençant à travailler au casino Circus Circus à Las Vegas, où ils ont pour mission de transporter des espèces. Lors d'une de ces opérations, ils détournent un véhicule contenant de l'argent et plusieurs gardes de sécurité. 12 ans plus tard, Heather se rend aux autorités, tandis que son complice est toujours en fuite. Une liste impressionnante. Parmi les plus grands braquages de casinos de l'histoire, ces cas ne peuvent être comparés à ce que le groupe secret de mathématiciens étudiants a réalisé. Ils ont gagné dans les établissements de jeux au moins des millions, et selon certaines sources, même des dizaines de millions de $, tout en n'ayant aucun des participants derrière les barreaux ou sous enquête. Cela s'est produit parce qu'ils ne se contentaient pas de voler le casino. Ils ont trompé son système. Ce schéma a permis de remporter à plusieurs reprises des victoires sur les casinos. Cependant, les propriétaires des établissements de jeux ne sont pas habitués à subir des pertes. L'histoire des casinos est étroitement liée à la mafia, et ces hommes d'affaires sont prêts à tout pour protéger leurs actifs. C'est l'histoire d'un Robin des Bois moderne, d'outsiders qui ont déjoué un système puissant en utilisant leur principale arme, l'esprit humain. Comment ont-ils réussi à atteindre cet objectif et pourquoi l'organisation étudiante secrète a-t-elle finalement cessé d'exister? Newton a un jour publié la loi de la gravitation universelle, et 300 ans plus tard, une autre est apparue. Les casinos sont toujours gagnants. Il n'y a rien de criminel là-dedans, car il s'agit d'établissements légaux qui ne trompent pas. Il ne s'agit pas de casinos clandestins ou de jeux en ligne, mais d'établissements de jeux légaux où toute personne majeure a la possibilité de tenter sa chance. L'intérieur du casino ressemble à un labyrinthe, offrant une variété de divertissements à chaque coin. Les casinos ne sont pas équipés d'horloges ni de fenêtres, ce qui amène les joueurs à perdre la notion du temps. En conséquence, ils passent plus de temps dans le casino et, par conséquent, dépensent plus d'argent. Le principe est simple. Plus l'attention est captée, plus les dépenses augmentent. Je peux entrer brièvement, placer un pari à la roulette ou jouer quelques parties de blackjack. Qui sait, peut-être que la chance sera de mon côté et non celle du casino. Oui, c'est vraiment possible. Les règles des jeux de hasard peuvent légèrement varier en fonction de la région et de l'établissement spécifique, mais le principe fondamental reste le même. Les chances du casino sont toujours supérieures à celles du joueur. Dans les machines à sous, cet avantage dépasse 30%, tandis que dans des jeux comme les dés ou le blackjack, il varie de 2 à 15% en fonction du niveau de compétence du joueur. Naturellement, il y avait ceux qui cherchaient à contourner le système en utilisant des aimants, des cartes marquées, des caméras cachées et d'autres méthodes illégales.
Cependant, ces techniques se sont révélées infructueuses. Cela souligne encore une fois le principe fondamental. En fin de compte, le casino est toujours gagnant. Ou peut-être pas. Si le casino utilise des méthodes mathématiques à son avantage, les visiteurs ne peuvent-ils pas faire de même, surtout si les mathématiques sont leur langage de communication avec le monde qui les entoure? C'est ainsi qu'est née l'histoire de l'équipe secrète de l'Institut technologique. 1994, Boston. Jeff, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, MIT, l'une des institutions les plus prestigieuses des États-Unis et du monde, a un peu plus de 20 ans. Il vit avec 2 autres étudiants en informatique, dont Mike Aponte. En 1994, ces 2 colocataires avaient déjà quitté leurs études. Cependant, l'occupation mystérieuse permettait aux voisins de Jeff de ne pas se soucier du loyer et de mener une vie plutôt dissolue. Un jour, Jeff décide de demander à ses voisins leur secret. En réponse, il lui propose de se rendre à Atlantic City. Cette ville n'est pas connue de tous en dehors des États-Unis, tandis que Vegas se trouve à l'ouest et Atlantic City à l'est du pays. Les 2 villes attirent les touristes désireux de tenter leur chance. Jeff et ses 2 amis sont arrivés à Atlantic City, où un limousine les attendait avec un concierge en smoking. Il les a conduits dans l'un des meilleurs hôtels de la ville et les a installés dans une suite luxueuse avec plusieurs chambres, un jacuzzi et une bouteille de champagne offerte. Pour Jeff, qui faisait régulièrement face à des difficultés financières, tout cela a été une grande surprise et il n'a pas remarqué que le concierge prononçait les noms de ses compagnons différemment de la façon dont il lui était reconnu. L'un des amis explique à Jeff le système étonnant de bonus dans les grands casinos. Si vos mises, par exemple, au blackjack ou au dé, sont des jetons de $20, alors tout. Qu'est-ce qui t'attend? Ce sont les sourires du personnel du casino et, peut-être, une petite réduction sur la chambre d'hôtel. Si tes mises sont proches de $100, tu peux espérer un hébergement gratuit. En misant plusieurs centaines, tu obtiens en plus de la nourriture et des boissons gratuites. Telle est la destinée des gros joueurs. Vous pouvez vous demander quel est l'avantage pour le casino. La réponse réside dans le principe fondamental de son fonctionnement. Plus la mise du joueur est élevée, plus la probabilité de sa perte est grande. C'est pourquoi l'établissement soutient activement ceux qui misent de grosses sommes et le font de manière régulière. En apprenant cela, Jeff commence à se demander d'où viennent les fonds de ses voisins qui ont abandonné l'université. La réponse lui parvient le soir au casino. L'un de ses amis lui montre la salle de jeu et il passe devant les machines à sous, la roulette et le poker, se dirigeant vers une table de blackjack. Jeff observe son voisin commencer sans effort avec des mises de $100, augmentant progressivement jusqu'à $1000. Après quelques heures, il quitte la table avec un gain de $6000, l'équivalent de presque un an de revenus. Non loin de Jeff, à une autre table, il remarque son voisin Mike Aponte. Bientôt, celui-ci remplit également ses jetons, remportant des sommes considérables. On dirait qu'ils ont trouvé d'une manière ou d'une autre un moyen de tromper le casino. À cela, l'un des amis de Jeff, Ma, rétorque qu'il ne trompe pas le casino. Ils ne violent pas les règles des jeux ou de l'établissement. Ils connaissent simplement un système mathématique qui leur permet d'atteindre ce qui semble pratiquement impossible, battre le casino. Les voisins de Jeff ne sont pas les seuls à maîtriser ce système. Ils lui proposent de rejoindre l'équipe d'étudiants de l'Institut technologique, ceux qui ont appris à battre le casino
en se fiant uniquement à leur connaissance. Maintenant, jouons. Ce jeu, d'une part, n'a rien à voir avec les cartes, mais d'autre part, illustre le principe fondamental de l'histoire. Il est basé sur une ancienne émission de télévision américaine où l'animateur Monty Hall présente aux participants 3 portes. Derrière 2 d'entre elles se cache une chèvre et derrière la 3e se trouve une voiture. Le participant doit choisir l'une des portes. Après que le participant ait fait son choix, Monty Hall ouvre l'une des portes que le joueur n'a pas choisie, derrière laquelle se trouve une chèvre. Maintenant, l'une des portes fermées cache la voiture, tandis que l'autre cache la chèvre. L'animateur offre aux participants la possibilité de changer son choix initial. Bien que la plupart des participants préféraient conserver leur choix, certains changeaient tout de même de porte. En conséquence, certains gagnaient, d'autres non. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'important est qu'au moment où l'animateur proposait de changer de porte, l'avantage était toujours du côté de ceux qui acceptaient de modifier leur choix. Ainsi, il augmentait considérablement ses chances de gagner au jeu. Attendez, il n'y a pas de place pour les objections ici. Lorsque 2 portes restent, derrière l'une se trouve une chèvre et derrière l'autre une voiture. Il semble que les chances soient égales et s'élèvent à 50-50. C'est vrai, répétons depuis le début. Vous avez 3 portes. Derrière 2 d'entre elles se trouve une chèvre et derrière la 3e se trouve une voiture. Ensuite, l'animateur ouvre l'une des portes que vous n'avez pas choisies, derrière laquelle se trouve une chèvre. Si vous conservez votre choix initial, vos chances de gagner resteront à 33,3%. Cependant, en changeant de porte, elles augmentent à 66,6%. Oui, ce n'est pas 100%. Cela ne signifie pas qu'à chaque changement de porte, vous gagnerez à coup sûr, mais à long terme, en jouant de nombreuses fois, le nombre de victoires dépassera celui des défaites. C'est simplement une logique mathématique qui reflète le principe fondamental de la stratégie qui a aidé les étudiants de l'Institut technologique à battre avec succès les casinos à Dola. Le système est en réalité beaucoup plus complexe et inclut non seulement des aspects mathématiques. Nous en parlerons plus en détail plus tard. Quelques mois après son voyage à Atlantic City, Jeff Ma assiste à une réunion du club secret BEDCA de l'Institut technologique du Massachusetts. Cependant, il n'est pas tout à fait correct de qualifier ce club de secret. Jeff, comme de nombreux autres étudiants, savait que cette organisation existait, mais la considérait comme un simple club d'intérêt, semblable à un club d'échecs ou de lecture. En réalité, il s'est avéré que c'était une structure sérieuse. Les membres du club, composés d'étudiants actuels et anciens du MIT, se réunissaient dans l'une des salles de l'Institut après les cours. L'équipe du MIT pour le BDK avait plusieurs dirigeants. Lors de sa première soirée au club, Jeff a rencontré l'un d'eux, Bill Kaplan, qui, dans les années 70, avait décidé de ne pas entrer à Harvard. La mère de Bill n'a pas été ravie de cette nouvelle et a été encore plus étonnée par ce que son fils avait décidé de faire au lieu d'étudier. Il avait l'intention de s'enrichir en jouant dans les casinos. Inspiré par le livre du professeur du MIT, Edward Thorp, qui décrivait une stratégie unique pour jouer au 21 en utilisant des calculs informatiques. Bill Kaplan a étudié le système, a investi $1000 et, après 9 mois, a gagné $35 000. Par la suite, il a tout de même terminé ses études à la Harvard Business School, tout en continuant à jouer dans les casinos. Un jour, un groupe d'étudiants a entendu sa conversation sur le système de comptage des cartes.
et a également essayé d'utiliser les mathématiques pour jouer au blackjack, mais ils n'ont pas très bien réussi. En fin de compte, Bill est devenu le mentor de ce groupe, qui a ensuite été appelé l'équipe du Maite pour le BDK. Le passage à un poste d'entraîneur est devenu pour Bill une décision tout à fait naturelle, non pas parce qu'il vieillissait ou qu'il se fatiguait des fréquents voyages à Vegas. Par exemple, la direction d'un casino peut interdire à un visiteur de jouer au blackjack. Jeu ou fermer complètement l'accès au casino. C'est exactement ce qui est arrivé à Bill Kaplan sur le territoire des États-Unis et de l'Europe. Au début des années 90, l'industrie des casinos se développait rapidement. Bill Kaplan et son équipe avaient déjà connu le succès, mais ils ont décidé de prendre des risques plus importants. Ils ont fondé une entreprise appelée Strategic Investments et ont levé un capital de départ d'$1 million, incluant les fonds de Kaplan, d'autres dirigeants et d'investisseurs connus. L'équipe étudiante du Maite pour le BDK ne cessait de croître, et c'est à cette époque que Mike Aponte a rejoint ses rangs, devenant le voisin de Jeff Ma. Il est maintenant temps de répondre à la question qui a peut-être surgi chez beaucoup. Pourquoi le blackjack? Il existe de nombreux jeux différents dans les casinos. Et pour expliquer cela, examinons brièvement les règles du blackjack, également connu sous le nom de 21. Au début du jeu, les joueurs placent des mises en jetons, les montants minimum et maximum dépendant des conditions de la table spécifique. Le croupier distribue 2 cartes à chaque joueur, tout en gardant une carte cachée pour lui-même. Le valet, la dame et le roi valent 10 points, tandis que l'as peut valoir 11 ou 1, selon le choix du joueur. Le joueur décide s'il souhaite prendre une carte supplémentaire ou s'arrêter. Le croupier révèle sa deuxième carte en dernier et peut également prendre une carte supplémentaire ou s'arrêter si le croupier dépasse le nombre de points ou obtient un résultat inférieur à celui de n'importe quel joueur. Alors le joueur reçoit une récompense de 100 ou 150% de sa mise. Un tour est appelé une main, et au cours du jeu à la table, le visiteur participe à de nombreuses mains de ce type. Bien qu'il y ait encore de nombreux détails dans les règles, cela suffira à ce stade. L'essentiel est que le croupier tire des cartes du soi-disant sabot. Comme dans l'exemple avec les chèvres et la voiture, chaque nouvelle carte extraite du sabot influence les jeux suivants. L'essentiel est que, mathématiquement, les cartes avec une valeur de 9 et plus offrent un avantage aux joueurs, tandis que les cartes de 6 et moins favorisent le croupier. Ainsi, plus il reste de grosses cartes dans le sabot, plus la probabilité de gagner pour le joueur est élevée. Dans chaque main suivante, le joueur devrait envisager de faire des mises plus importantes ou, au contraire, de les réduire. Si de nombreuses petites cartes restent dans le sabot, alors dans des jeux comme les dés, le résultat de chaque lancer est aléatoire et n'influence pas les suivants. Cela s'applique également aux machines à sous ou à la roulette. Seul le blackjack repose sur la mémoire. L'issue d'une partie peut être prédite avec un certain degré de précision, en sachant quelles cartes ont déjà été jouées. Cela permet aux joueurs de gagner régulièrement contre le casino au blackjack. Jeff maîtrise une stratégie simple de comptage des cartes lors de sa première visite au club. Pour un étudiant d'une prestigieuse école technique, cette tâche ne semble pas difficile. Il suffit d'augmenter le score d'1 point lorsque le croupier révèle une carte de valeur 6 ou moins, et de le diminuer d'1 point si des cartes de valeur 10 ou plus apparaissent.
Les 7, 8 et 9 sont considérés comme neutres et n'influencent pas le comptage. Lorsque le nombre en tête augmente, cela indique qu'il reste plus de cartes avantageuses dans le sabot, ce qui augmente les chances de victoire du joueur. Cependant, les casinos ont également des employés expérimentés. Avec la première publication de livres sur l'analyse statistique du blackjack dans les années 60, ils prenaient déjà conscience de l'existence des joueurs comptant les cartes et amélioraient progressivement leur méthode pour détecter de telles stratégies. À un tel joueur, il était probablement simplement interdit de participer au jeu de blackjack dans un établissement spécifique ou même d'entrer dans le casino. Bien que cela puisse sembler un problème mineur, il y a environ 100 casinos à Vegas. Avec le temps, les casinos ont commencé à faire appel à des entreprises spécialisées pour lutter contre les fraudeurs et les joueurs comptant les cartes. Ces sociétés établissaient des listes noires, incluant des personnes appelées dinosaures. À la plupart d'entre eux, il était interdit de jouer au blackjack ou même d'entrer dans l'établissement. L'un des dinosaures les plus connus était Bill Kaplan. Cependant, l'exclusion d'un joueur particulier ne pose pas de grandes difficultés pour la plupart des casinos. S'il y a une équipe, Jeff Ma se familiarise avec la répartition des rôles entre les participants. Au cours de la formation, les étudiants forment des groupes de 5 à 7 personnes, chacun d'eux étant envoyé dans différents casinos pendant le week-end, lorsque l'affluence des établissements atteint son pic. Les membres du groupe sont répartis en 3 catégories: observateurs, gorilles et gros joueurs. Le rôle de l'observateur consiste à surveiller ce qui se passe autour de la table de jeu, à compter les cartes et à signaler aux autres membres de l'équipe lorsque les cartes restantes créent un avantage pour le joueur. L'équipe du MIT a développé un système unique de gestes et de mots de code à 7 fins. Par exemple, les mains croisées sur la poitrine signalaient que le sabot était en bon état, tandis que les mains croisées derrière le dos indiquaient que le sabot était chaud, ce qui signifie des chances très élevées. Les gorilles entraînent en jeu lorsque l'observateur confirmait que le sabot était chaud. Il se faisait passer pour un joueur peu intelligent, mais riche, qui dépensait son argent avec détermination et faisait de grosses mises, rendant ainsi difficile l'identification du joueur comptant les cartes. En réalité, les gorilles agissaient exclusivement selon les instructions de l'observateur. Les signaux pouvaient également être transmis verbalement. Par exemple, le mot « piscine » indiquait que le sabot était en bon état, tandis que le mot « salaire » signifiait que la différence de points était de plus 15, signalant un sabot chaud, ce qui permettait de faire de grosses mises. Après cela, les participants agissaient de manière autonome. Ils suivaient les cartes, analysaient les mouvements et ajustaient leurs mises en fonction de la situation. À un certain moment, en augmentant soudainement les mises, il devient assez facile de reconnaître une équipe entière où aucun joueur ne se révèle comme un évident comptant les cartes. C'est presque impossible. Avant la première expérience de jeu en équipe, Jeff Ma ressent une certaine excitation. Il a maîtrisé tous les signes et mots de code et a participé à de nombreux jeux d'essai. Cependant, il doit maintenant faire face à l'atmosphère d'un véritable casino. Parviendra-t-il à gérer la pression croissante? Le premier défi commence bien avant qu'il n'entre dans le casino. Les étudiants du MIT vivaient à Boston, près de l'établissement, tandis que tous les établissements commerciaux se trouvaient dans différents États, comme Las Vegas de l'autre côté du pays. Pour jouer dans un casino, il était nécessaire d'apporter d'importantes sommes d'argent,
Il ne s'agissait pas de milliers, mais de dizaines et de centaines de milliers de dollars en espèces. La tâche de les transporter incombait souvent aux nouveaux membres de l'équipe qui cachèrent des liasses d'argent sous leurs vêtements pour les faire passer à l'entrée. À leur arrivée à Las Vegas, le groupe d'étudiants s'installe dans le luxueux hôtel MGM Grand. Ils occupent différentes chambres et évitent de communiquer entre eux dans l'hôtel ou au casino, à l'exception de l'utilisation de gestes et de mots de code. Jeff, en tant qu'organisateur, ne participe pas au jeu et joue le rôle de coordinateur. Jeff Ma, en tant que novice, passe sa première soirée en tant qu'observateur. Bien qu'il puisse faire de petites mises à la table, leur résultat n'a pas d'importance. L'essentiel est de compter attentivement les cartes et d'informer le gros joueur en temps voulu. Contrairement aux parties d'essai, tout se déroule maintenant de manière théâtrale. De plus, en plus des autres joueurs et du personnel du casino, il y a un autre facteur. Souvent, derrière le croupier se trouve son patron, qui surveille attentivement les actions à la table. Jeff réalise que, théoriquement, il ne devrait pas s'inquiéter. La seule issue négative pourrait être une interdiction d'entrée dans un casino spécifique. Cependant, diverses rumeurs circulent. Dans ce contexte, il est utile de se rappeler l'histoire de l'industrie du jeu aux États-Unis, qui s'est développée activement après la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nouveaux casinos ont commencé à être construits, principalement à Las Vegas. Il n'était pas rare que des membres de la mafia figurent parmi les investisseurs et les propriétaires discrets de ces établissements. La direction du casino s'efforce de se présenter aux joueurs comme des hommes d'affaires respectables, ce qui ajoute une pression supplémentaire pour les novices. Néanmoins, Jeff Ma réussit à passer sa première soirée. Il compte les cartes avec précision, fait des signes à ses complices lorsque le sabot est chaud, et le groupe quitte la table avec un gain de plusieurs milliers de dollars. Au final, le bénéfice net de l'équipe pour la soirée, en tenant compte de toutes les dépenses et des dividendes pour les investisseurs, s'élève à des dizaines de milliers de dollars, dont une partie revient à Jeff. Le début de Jeff Ma peut être considéré comme un succès. Il a passé le week-end dans un hôtel luxueux, à assister à un match de boxe mettant en vedette des stars du sport et du show business, profitant de billets gratuits offerts par ses collègues aux mises élevées, tout en réalisant de bons gains. Boston et les études universitaires contrastent fortement avec les lumières éclatantes de Las Vegas. Au lieu des intérieurs animés des casinos, il y a des salles de classe austères. Au lieu de plats gratuits préparés par des chefs, il y a de la nourriture médiocre dans le café universitaire. Et au lieu de suites luxueuses avec jacuzzi, il y a un appartement en colocation pour 3 personnes. Personne parmi les proches de Jeff Ma ne soupçonne sa double vie, qui se développe rapidement. Presque chaque semaine, l'équipe se rend dans des casinos, principalement à Vegas. Bien que les voyages soient assez monotones, aucun des participants ne les perçoit avec. Du côté négatif, les joueurs s'installent dans un hôtel de luxe sous des noms fictifs, profitant de chambres spacieuses avec plusieurs lits, jacuzzi et champagne, et collations gratuites. En fin de journée, l'équipe se dirige vers la salle de jeu et prend ses positions. Chaque membre, selon ses responsabilités, place des mises et commence à jouer. Les cartes se succèdent, les mises augmentent, les jetons passent d'abord à des centaines de dollars, puis à des milliers. Le système fonctionne avec succès. Après 4 à 5 heures, les joueurs échangent leurs jetons gagnés et partent se détendre, généralement dans un club voisin ou un striptease.
Là, ils peuvent discuter de leurs résultats. Il n'est pas recommandé d'être ensemble, au casino ou à l'hôtel. Après une pause, ils s'attendent à encore 4 à 5 heures de jeu. Nouvelles mains, chiffres, mises, gestes et mots de code. Au petit matin, l'équipe quitte les tables de jeu avec des gains significatifs. L'un des moments mémorables pour Jeff a été la nuit où l'horloge a sonné 4 heures. C'était un long et éprouvant shift, mais malgré la fatigue, il suivait attentivement le sabot et comptait les cartes. Réalisant que le sabot était dans une position gagnante, il décide de prendre le risque de miser plus de 10 000 $. Jeff observe attentivement les actions du croupier et reçoit bientôt un 21, ce qui lui rapporte 25 000 $. Et cela rien que pour les dernières heures. Son succès signifie un nouveau niveau dans la hiérarchie du club secret de BDC. Il devient un gros joueur. Il convient de noter que le succès de l'équipe dépendait non seulement des calculs mathématiques, mais aussi des aspects psychologiques du jeu. Au sein de l'Institut technologique, la capacité à compter les cartes était répandue, mais cela ne suffisait pas. Derrière les tables de jeu, les membres de l'équipe du MIT devaient devenir quelqu'un d'autre. Ils ne se contentaient pas de changer de nom, mais se faisaient passer pour des personnes totalement différentes. Leur tâche principale était de jouer le rôle de clients aléatoires du casino, venus dépenser de l'argent et se divertir. Cela pouvait être un millionnaire de l'informatique, un enfant gâté de riches parents ou un courtier prospère de Wall Street. Les joueurs ordinaires n'avaient aucune idée de cette approche du comptage. S'ils en avaient entendu parler, c'était certainement pas pour venir au casino, afin de résoudre des problèmes complexes. Jeff Ma, Mike Aponte et quelques autres membres du groupe avaient leurs propres racines, ce qui a contribué à leur succès dans ce domaine. L'équipe prenait souvent l'apparence de représentants de familles asiatiques aisées, venant à Vegas sous la manipulation de leurs parents. En effet, il y avait beaucoup de ces touristes et les membres d'origine asiatique s'intégraient parfaitement dans ce stéréotype. Les casinos considéraient généralement que le typique comptable de cartes était un homme blanc d'âge moyen, tandis que tous les membres de l'équipe Black n'avaient à peine pas 20 ans. Ils étaient soit des étudiants en cours, soit des étudiants récents. À Vegas, ils se sentaient comme des rockstars, assistant aux concerts et spectacles les plus prestigieux, assis dans les meilleures places à côté de célébrités. Les membres de l'équipe attiraient également l'attention des femmes à la recherche de clients fortunés dans les casinos. Dans la vie quotidienne, aucun de ces gars n'aurait pu attirer une telle attention de la part des dames, car les membres de l'équipe du MIT sont généralement considérés comme des nerds. Après leur week-end au casino, ils retournent à leur vie habituelle, rapportant avec eux de grosses sommes d'argent liquide, dont une grande partie revient aux Kaplan et à d'autres investisseurs. Après l'un des voyages, un des membres de l'équipe a laissé dans une salle de classe un sac en papier contenant de l'argent liquide, environ 100 000 $. Le matin, le concierge trouve ce sac et une telle somme d'argent attire immédiatement l'attention de la police et du FBI. On pourrait avoir l'impression que chaque voyage de l'équipe de blackjack au casino se termine par un succès, mais ce n'est pas la réalité. Lors d'un week-end, Jeff Ma perd près de 100 000 $. Et bien que cette somme ne lui appartienne pas officiellement, les pertes se font tout de même sentir. L'argent appartenait aux Kaplan et aux investisseurs, et Jeff était sous le choc. Il avait suivi toutes les règles, compté et placé ses mises selon le schéma, mais il a perdu. La défaite fait partie intégrante du jeu. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles tout le monde
ne peut pas tirer efficacement parti du comptage de cartes au blackjack. Le système ne fournit qu'un certain pourcentage d'avantage, et si votre capital de départ est faible et que la chance n'est pas de votre côté, vous pouvez rapidement perdre tous vos fonds. Même avec un bon comptage et des mises appropriées, un manque de chance peut entraîner une perte totale. La méthode garantit un gain à long terme, c'est pourquoi un capital de départ significatif est nécessaire. Chacun des participants a connu des soirées où il perdait des dizaines de milliers de dollars. Cependant, c'est grâce au système qu'il retrouvait le succès sur le long terme. La méthode fonctionnait réellement et les choses commençaient à s'améliorer à nouveau. En 1995, Jeff termine ses études universitaires et reçoit une offre alléchante d'une jeune start-up. Malgré cela, il continue à fréquenter les casinos le week-end. Lors d'un nouveau voyage à Vegas, il parvient à se créer une image de joueur insouciant, misant plusieurs milliers de dollars par pari. Tout se passe bien. Jeff gagne avec assurance. Cependant, après quelques heures, quelqu'un touche son épaule. C'est le manager du casino, qui propose à Jeff de le suivre pour une discussion. À son refus, le manager l'informe qu'en vertu d'une décision de la direction, Jeff est interdit de continuer à jouer au blackjack. Bill Kaplan a toujours souligné à ses élèves que si un employé du casino s'approche et demande de quitter l'établissement, la meilleure solution est de ne pas faire de scène, mais simplement de partir. De plus, l'une des responsabilités des observateurs était de prévenir de telles situations. Lorsque le joueur attirait l'attention du manager, l'observateur devait faire un signe en passant la main dans ses cheveux, ce qui signifiait que le joueur devait rapidement ramasser ses jetons sur la table et sortir. Bien que de tels incidents ne soient pas fatals, une interdiction dans un casino n'empêche pas l'accès à d'autres. C'est pourquoi Jeff et son équipe continuent à jouer. Cependant, au fil des ans, ces interdictions deviennent de plus en plus fréquentes, même dans des établissements où l'équipe n'a jamais joué. Ils ne se doutent pas encore qu'ils sont surveillés de près, et cela va bientôt avoir des conséquences. Les conséquences vont commencer. En plus des problèmes avec certains casinos, des conflits surgissent également au sein de l'équipe. Mike Pont et plusieurs autres membres sont mécontents de la part que prennent Bill Kaplan et d'autres investisseurs. De plus, les membres du groupe réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Bill a de nombreux employés à son service et ses revenus sont considérables. Pont, Jeff, Ma et d'autres participants unissent leurs forces et forment leur propre organisation. Pour Bill Kaplan, ce n'est pas une surprise, car de nombreux joueurs agissaient de la sorte. Ils commençaient soit par leurs propres moyens, soit qu'ils quittaient complètement l'industrie. Au MIT, des étudiants talentueux étaient formés, pour qui trouver un emploi bien rémunéré après l'obtention de leur diplôme n'était pas difficile, et ces salaires n'étaient pas inférieurs à ceux proposés par Bill Kaplan. Après leur rupture avec Kaplan, le groupe d'Apont et Ma commence à agir de manière autonome. À ce moment-là, Jeff travaille avec succès dans une start-up technologique, mais chaque samedi, il fréquente tout de même le casino. Après quelques années, l'argent ne suffit plus à le motiver. Le casino lui offre la possibilité d'être une autre personne, ne serait-ce que le week-end. Cependant, le problème réside dans le fait que les casinos s'adaptent constamment aux changements technologiques. Dans les années 90, le comportement des joueurs évolue à un rythme rapide. Des entreprises privées commencent à aider les casinos à identifier les fraudeurs et les compteurs de cartes, le faisant de manière de plus en plus efficace à chaque fois.
Après une nouvelle interdiction dans l'un des casinos, Jeff Ma découvre un catalogue rempli de photos et de descriptions de personnes figurant sur une sorte de liste noire. Cette liste comprend lui-même Mike Pont, Bill Kaplan et bien d'autres. La plupart des casinos leur deviendront bientôt inaccessibles. L'équipe cherche des moyens de s'adapter. Ils expérimentent avec des perruques, du maquillage et même engagent des maquilleurs d'Hollywood pour apprendre les secrets du camouflage. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Jeff Ma est le cambriolage de l'appartement de 2 membres de son équipe, où des dizaines de milliers de dollars en espèces provenant des jeux de blackjack ont été volés. Jeff pense que cela a été orchestré par des employés du casino, tandis qu'une partie de l'équipe considère cela comme une simple coïncidence. En 1998, après quelques années au début de sa carrière dans le blackjack, Jeff décide de quitter complètement le monde du jeu pour se concentrer sur sa carrière professionnelle. Après le départ de Jeff, Mike Pont poursuivra sa carrière dans le monde du blackjack. Au milieu des années 2000, il deviendra champion du monde de blackjack, commencera à enseigner le jeu à ceux qui le souhaitent et conseillera les casinos dans leur lutte contre les compteurs de cartes et les fraudeurs. Bill Kaplan en viendra à la conclusion que le jeu ne justifie pas les efforts investis. Gérer une équipe de nombreuses personnes et le stress constant ne valent pas les revenus du blackjack. Finalement, il décidera de se lancer dans le secteur de l'immobilier. La plupart des participants préfèrent toujours ne pas révéler leur affiliation à l'équipe de blackjack. Après la dissolution de l'équipe officielle du MIT, de nouveaux groupes ont émergé, appliquant la même stratégie, mais ils n'ont pas réussi à atteindre le même niveau de succès que l'organisation initiale. Est-il encore possible aujourd'hui de battre les casinos en utilisant un système de comptage des cartes? Il est douteux que cela puisse être fait sur le long terme. Combien d'argent l'équipe a-t-elle réussi à gagner dans les casinos au fil des ans? Selon les estimations les plus modestes, ce montant s'élève à au moins 50 millions de dollars. L'histoire des étudiants du Massachusetts. L'histoire au Massachusetts Institute of Technology rappelle le récit de David et Goliath, où l'outsider triomphe d'un adversaire plus fort en s'appuyant sur son intelligence. Tel est le célèbre principe. Cependant, un groupe d'étudiants en mathématiques du MIT a réussi à réfuter cette affirmation.